Donc, alors Recording is on. juste pour signaler que ce travail sur l'histoire des coopératives a été l'objet d'un documentaire qui a 5 ans, qui a été fait sur l'histoire de votre coopérative ou de votre cousine Supercoop à Bègle-Bordeaux, qui a échangé avec un vétéran des coopératives de consommation de la région de Saintes. Et ils se sont rappelés l'histoire des coopératives, et on en voit l'image, notamment des fondateurs, des pionniers, des équitables pionniers de Rochdale. Donc il y a déjà un documentaire dont j'ai mis la référence qui prolonge ce que nous faisons aujourd'hui sur notre héritage coopératif. On poursuit sur les grandes dates de l'histoire. Diapo 3. Donc, le mot coopération, il vient de Robert Owen. Alors, je ne vais pas citer tous les utopistes du 19e siècle, mais c'est l'un des grands noms. Mais on a Fourier, on a Proudhon, on a plein de gens. Mais Owen, en Royaume-Uni, a été à l'initiative de beaucoup de choses. Et à un moment donné, il a inventé une nouvelle utilisation du mot coopération, qui était presque un mot spirituel, en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des villages de coopération, même il disait mutuelle. Donc, il inventait un souhait qu'au-delà des métiers, il y ait un développement partagé. Il était aussi très attentif à l'éducation, donc c'était vraiment sortir de la fatalité, sortir de la misère. Et il a fait beaucoup de réalisations dans ce sens-là et inspiré beaucoup le mouvement coopératif après avoir inventé le mot coopération qui s'est cherché. Et il y a eu beaucoup de coopératives de toutes sortes qui se sont cherchées, mais qui n'ont pas forcément trouvé les bons principes tout de suite. Et il y a notamment, en 1835, à Lyon, il y a eu le commerce véridique et social. Donc c'était aussi un commerce et qu'avait inventé aussi une façon de faire du commerce populaire. Mais ce sont véritablement ceux de Rochdale auprès de Manchester qui ont posé les principes, dont 2 grands principes. C'est la question de la démocratie, donc de l'Assemblée démocratique, et dès 1848, les femmes avaient droit de vote dans cette initiative, qui était une initiative au départ basée sur une épicerie coopérative, un store, pour éviter les produits frelatés et autres. Et puis petit à petit, ils rêvaient, c'était déjà le dépassement du métier de commerce, ils rêvaient d'aller sur la production, d'aller sur l'épargne. C'était déjà un nouveau village pionnier qu'ils voulaient inventer. Mais ils sont surtout développés sur la partie commerciale, et tout le mouvement coopératif international est repris de leurs principes, dont cette question de la démocratie et cette question des réserves impartageables, c'est-à-dire de pouvoir constituer une richesse collective qui va servir à l'investissement et au développement. Donc, ils appelaient ça la first law, les grands principes, et qui sont repris d'une façon ou d'une autre, et qui sont devenus internationaux en 1895. Et bien, vous savez que le mouvement ouvrier, les mouvements sociaux avaient beaucoup d'internationales politiques, syndicales, et il y a eu l'internationale coopérative qui a posé des principes pour le diffuser sans frontières, le concept coopératif. Il y a eu aussi les expositions universelles qui ont servi de vecteurs. Enfin, il y a eu une époque de foisonnement, d'émancipation mutualiste, coopérative, associative, alors qu'il fallait tout faire. Et bien avant que les politiques publiques, que les États s'y mettent. Donc, c'est notre histoire, et ça a été développé dans toutes les familles, que ce soit la consommation, et donc on dit qu'il y a certaines coopératives dites de consommation, comme vous, comme les coop HLM qui font du logement, c'est de l'habitat, c'est de la consommation. Il y a des coopératives maintenant aussi d'indépendants, c'est-à-dire il y a des producteurs, des indépendants comme les transporteurs, des indépendants comme les paysans, des indépendants comme les artisans, qui ont créé des coopératives d'indépendants. Donc c'est plutôt des coopératives de producteurs, mais
côté production, on pense surtout au scope, c'est-à-dire les coopératives de travail, qui sont les salariés qui gouvernent eux-mêmes leur entreprise. Donc on voit différentes familles se sont instituées. La loi de 47 en France a créé, a régi le développement des différentes familles. Donc les familles de consommation, les familles de production, et puis un peu hybride, la famille de la banque, du crédit, puisque c'est à la fois ouvert à des particuliers consommateurs, mais aussi aux entreprises. Donc ces familles, mais quelquefois ces familles se sont développées de façon étanche, très cloisonnée, et au début 21e siècle, se sont créées des coopératives comme les SIC, qui décloisonnent un peu ce mouvement coopératif, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays, et on retrouve la notion de village, on retrouve la question de l'enjeu, de l'ancrage territorial. Donc tout ça est vivant, et c'est à vous et à nous maintenant de savoir développer ce mouvement coopératif, et peut-être de bien hériter ou de bien comprendre, c'est ce que je vais vous proposer tout de suite, les grands principes qui sont un retour d'expérience en fait de cette histoire coopérative, et éventuellement, pourquoi pas, les reformuler, les rendre encore plus stimulants. Donc, on a vraiment un héritage sans frontières, un héritage de 2 siècles, et un héritage, comment dire, qui touche près de 2 millions de coopératives sur la planète. C'est énorme. Et ce n'est pas essentiellement les pays dits développés du Nord, maintenant, le monde coopératif. Il y a beaucoup de coopératives, quelquefois très vivrières, dans les pays du Sud. Les coopératives de femmes et autres, enfin, il y a un développement, un foisonnement très riche. Allez voir le site de l'Alliance coopérative internationale, ou l'International Coopérative Alliance, c'est très instructif de ce côté-là. Donc voilà pour notre histoire, c'est trop rapide, mais je suis prêt à en reparler. Peut-être qu'il y a déjà une question là-dessus. En tout cas, j'illustre par un secteur que je connais bien, puis c'est le secteur de l'habitat. Donc vous voyez les images, on voit une image du familistère de Guise le familistère Godin, créé par Jean-Baptiste Godin et Marie Moret, qui est dans l'Aisne, auprès de la frontière belge. C'est absolument à visiter, c'est une cité idéale dans laquelle il y avait un économat, une école, une entreprise, et ce qui a pu inspirer le mouvement HLM ou le mouvement d'habitat coopératif. On voit aussi les castors. Alors, dans le quartier du Blône où vous êtes, il y a un grand lotissement castor de 150 familles. Donc là, c'est vraiment les concernés qui se sont impliqués pour créer un habitat. Il y a eu toutes sortes de cités-jardins coopératives. Il y a eu même la maison radieuse de Rezé, et l'aventure continue. Et je vous signale que pour la première fois, il pourrait y avoir une coopérative d'habitants à Rennes, puisqu'il y a un projet, avenue de Rochester à Maurepas, de futurs habitants qui veulent créer une coopérative, qui veut utiliser cette formule juridique plus répandue à l'étranger qu'en France pour leur habitat. Passons au principe. Oui. J'avais une question à te poser par rapport à l'origine de ce mouvement coopératif. Comment expliquer qu'il émerge plutôt en Angleterre à cette époque-là? Alors peut-être que c'est lié que c'était l'Angleterre aussi qui était, comment dire, la matrice du capitalisme. Hein, les enclosures, l'accaparement des terres pour créer des fabriques et des premières usines avec des prolétaires. Et donc, il y a sans doute eu une réaction populaire en se disant on ne peut pas tout subir, et on essaye de trouver sur quel ou quel maillon économique on ne peut pas être simplement des prolétaires dépendants. Après, il faudrait l'analyser plus, mais quelquefois, certains disent que les coopératives sont filles de la misère et de la nécessité. C'est-à-dire que c'est souvent les milieux populaires confrontés à un défi, à un manque, à une précarité, qui décident de se défendre.
C'est pour ça que c'est vraiment lié au mouvement ouvrier. Hein. Il y a une époque, le mouvement ouvrier disait, il y a le parti, il y a le syndicat, il y a le coopérative et la mutuelle, tout ça va ensemble. Maintenant, cette histoire-là est un peu oubliée, mais c'est vraiment une histoire d'émancipation. Je vais y revenir à propos des principes. On passe aux principes, Élodie? Je vais peut-être trop vite, ça va? Donc, les 7 principes, alors vous pouvez aller, je vous l'ai suggéré sur le site de l'Alliance coopérative internationale, vous pouvez aussi aller sur Wikipédia. Quand on parle d'identité coopérative, on voit ces mots-là apparaître, et il y a une définition qui est rappelée en haut avec des valeurs. Alors, je peux vous laisser lire, mais en fait, c'est pour ça que je vous ai invité à parler des principes, parce que les 7 principes sont extrêmement robustes et solides et montrent que, comment dire, la confrontation de collectifs devant faire vivre leur entreprise, leur coopérative, devant survivre, ne pas simplement durer à court terme, mais devant se prolonger, à créer des principes qui peuvent encore nous inspirer et que, quelquefois sans le savoir, on applique. Donc ces 7 principes sont ceux-ci et ils commencent par la notion de volontariat. On peut passer à la diapo suivante. Je vais aller un peu les détailler. L'adhésion, c'est-à-dire qu'en fait, la coopération, alors je le souligne parce que c'est aussi mon ressenti personnel et je vous invite à y réfléchir, la coopération, on pense tout de suite au collectif, à l'ensemble, à faire ensemble, au nous. Mais la coopération, c'est beaucoup quelque chose qui travaille le je. Comment moi, je contribue, comment j'en suis. Le premier principe coopératif, c'est que chacun décide librement d'en être ou pas. C'est-à-dire c'est volontaire. C'est pas l'idée, dans une commune, on n'est pas volontaire, on est en situation d'administrer à Rennes et d'électeurs rennais. On ne choisit pas. Là, une coopérative, on choisit. Il y a une invitation à de dire, je prends le risque, j'entre dans un collectif et je prends un risque que je m'y retrouverai, je ne vais pas m'y retrouver. Je prends le risque, en fait, que la réussite sera relative. C'est passer du rêve à la réalité, de dire, top là, j'entre dans quelque chose. Donc, quand on réfléchit, c'est philosophiquement une invitation à ce que toute la personne apporte à la fois son regard critique, mais aussi toutes ses contributions. Et c'est ce que rappelle le principe numéro 2, avec le principe d'une personne, une voix, c'est que la voix, ce n'est pas simplement un rappel démocratique, c'est aussi la voix dans le sens « je l'ouvre », dans le sens « je m'exprime », dans le sens « quand je suis dans une coopérative, je suis attendu par rapport à ce que je peux exprimer ». Le fondement d'une coopérative, c'est l'idée qu'on est attendu en tant que personne, dans sa différence, dans son parcours, pour enrichir un projet. Je dirais même parfois que la personne la plus importante dans une coopérative, c'est la personne qui est à la porte. Souvent, on regarde une organisation en disant c'est important ceux qui sont au centre, qui sont à la table de l'assemblée, et les autres sont périphériques. Non, dans une coopérative, c'est celui qui entre qui est important, puisque c'est basé sur le principe qu'on a besoin de chacun pour réussir. C'est bien pour ça qu'on dit que ce sont des sociétés de personnes, que ce ne sont pas des sociétés de capitaux. Elles ne sont pas basées sur l'idée de la possession et de l'accumulation, elles sont basées sur l'idée que les personnes apportent leurs besoins, leur regard, leur travail, tout l'échange qu'il peut y avoir dans une coopérative, et c'est à partir de ces besoins humains que se fait notre richesse. La richesse de base est humaine. C'est une société de personnes. C'est très très riche quand on regarde les choses. Alors ça n'empêche pas qu'on a besoin d'argent et besoin de capitaux, mais au départ, ce sont les personnes, d'où l'importance. Et il est important que chacun puisse apporter sa différence, d'où une personne, une voix. Et une voix, chacun est invité à l'ouvrir, mais évidemment à découvrir
qu'il n'est pas le seul, que d'autres peuvent avoir des avis différents. Donc, il faut trouver dans sa gouvernance une façon d'écouter tout le monde et d'arbitrer. Alors après, il y a 1000 manières d'arbitrer. La plupart du temps, les coopératives font des votes majoritaires, mais vous savez que tout ça peut être enrichi d'autres approches. Mais il faut arbitrer. Donc, c'est stimulant du point de vue de la personne, puisqu'on n'est pas dans le concept, on est dans la pratique, on est dans le réel, et on est dans la confrontation à l'altérité, et quelquefois, ça dérange, parce que ce n'est pas un rêve. Dans une coopérative, on n'est pas dans un mouvement politique. Dans un mouvement politique, on pourrait dire, je rêve de ceci, je souhaite ceci, il n'y a qu'à Faucon. Là, on ne peut pas dire il n'y a qu'à Faucon, c'est je fais avec d'autres. C'est très différent, l'approche coopérative. Donc, je vous invite déjà peut-être à réagir là-dessus. La coopérative est basée sur un peu une interpellation du je de chacun pour créer du nous, mais qui ne soit pas un nous fusionnel, comme quelquefois on peut le constater dans certains groupements, notamment dans certaines associations. Il y a un côté, on est tous altruistes, on est tous philanthropes, on est tous derrière une cause. Là, ce n'est pas fusionnel. Il faut que chacun soit reconnu dans sa différence pour créer de la richesse ensemble. Ce n'est pas tout à fait la même approche. Tout à fait. D'ailleurs, ça rejoint une remarque qu'on peut se faire, c'est que ces mouvements coopératifs sont issus du monde ouvrier et on voit comme premier principe le fait que tout statut social puisse adhérer à ces coopératives. Ce qui pourrait étonner, en tout cas, c'est un mouvement qui se veut d'emblée ouvert à toutes les strates de la population. Tout à fait. Il n'y a pas de condition de capital apporté au départ. Et autrement, donc, il y a peut-être aussi une question de taille, autant comme il est facile d'échanger sur des assemblées de quelques personnes, peut-être qu'il y a des tailles de coopératives où l'échange est plus difficile, non ? Ça, justement, c'est l'une des controverses qu'il y a entre les coopératives. On connaît bien dans l'agriculture. Dans l'agriculture, on distingue très souvent les grandes coopératives de l'agroalimentaire qui deviennent très anonymes et qui, en plus, ont des filiales qui ne permettent pas de décoder qui fait quoi, et qui, d'ailleurs, sont mises en cause dans un récent article de la revue en ligne Basta. Je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'en fait, il y a des rémunérations un peu opaques, donc le contrôle démocratique n'existe pas, sans parler du fait que, quelquefois, par rapport au projet de Brezikov, vous voyez bien, ça contribue à une agriculture intensive, et ça endette les paysans, donc il y a toutes sortes de questionnements. Et il y a aussi l'agriculture dite de groupe, de petite taille, comme les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole, dans lequel il y a un lien avec le territoire, il y a une taille qui permet la proximité, l'interpellation mutuelle. Donc la démocratie ne se joue pas du tout de la même façon selon la taille. Alors il y a certaines grandes coopératives qui réussissent. On a des grandes coopératives de salariés, par exemple Acom, qui est dans la Manche, par exemple Chèque Déjeuner, donc c'est plus de 1000 salariés. Donc ils arrivent par différentes manières à ce que chacun ait sa place, mais c'est très difficile. Et en Italie, il y a un mouvement de coopératives qui s'appelle les coopératives sociales. Et eux, ils ont un principe qu'à 50, que ce soit une coopérative de tout métier, mais à 50, eh bien, ils se dédoublent. En fait, comme ils disent, ils font du marcotage, comme un fraisier. C'est-à-dire, ils créent une autre coopérative pour justement garder cette idée de l'implication et de l'interpellation mutuelle. Et donc, c'est assez intéressant, mais derrière ça, au lieu de fusionner comme d'autres, ils ont travaillé à des coopératives qu'ils appellent de second niveau, c'est-à-dire des coopératives de coopératives qui apportent des prestations territoriales à toutes les petites coopératives, pour la formation, pour la recherche de marché, pour les financements, pour la création. D'ailleurs, d'une certaine façon, les nouvelles coopératives d'activité et d'emploi comme Élan Créateur, c'est un peu un système à deux échelles. Chacun crée son emploi avec une plateforme. Donc, peut-être que ça peut nous inspirer d'ailleurs
en Bretagne, d'avoir des systèmes à 2 niveaux, c'est-à-dire des coopératives et des plateformes territoriales permettant à chacun d'avoir sa propre identité, mais avec des outils partagés plutôt que de grandir automatiquement sans réfléchir. Il y a un autre cas en Espagne, qui sont les coopératives Mondragon de la vallée de Mondragon, où il y a une intégration de coopératives, celle du secteur de la production, un système de formation et un système financier. Et dans cette vallée, eh bien, je crois qu'à un moment donné, 70% des emplois de la vallée étaient en coopérative. Donc, c'est assez exceptionnel. Donc, il y a les questions de taille, les questions est-ce que j'ai ma place et comment je participe à un nous. Le deuxième grand volet de principe qu'on peut peut-être aborder, Émilie, la diapo 7. Tu le dis. Et j'avais une question, Oui. du coup, au niveau de l'implication du jeu et de chacun, comment, on voit bien à Brésicop qu'il y a toujours un gros travail en fait pour impliquer et légitimer ce jeu. Et du coup, je voulais savoir quels sont les moyens, différents moyens en fait d'impliquer les personnes. Alors là, de légitimer en fait leur implication en fait. Alors là, il faudrait faire une autre parlotte, par exemple avec Gilles Cariou, qui a travaillé sur le quadrilatère coopératif. Alors là, ça c'est des mots qui peuvent paraître étranges, mais en fait, c'est une analyse qui vient d'Henri Desroches, donc l'un des penseurs du mouvement coopératif. C'est une façon d'analyser les parties prenantes et la gouvernance, avec la place des membres, des sociétaires, des coopérateurs, avec leur assemblée qui délègue des élus, qui eux-mêmes mandatent une direction des cadres et qui eux-mêmes managent des salariés qui sont au contact des membres. Donc, tout ça crée un jeu d'acteurs et comment faire que chacun soit pleinement dans sa responsabilité. Donc ça serait une parlotte très intéressante. Je ne rentre pas dans ce débat-là, mais toute coopérative se confronte à cette question de gouvernance, à ces cycles de vie. Par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas écrit dans les principes, mais qui a été inventé par le monde coopératif, qui s'appelle la révision coopérative, c'est-à-dire l'idée qu'au moins tous les 5 ans, eh bien, on s'arrête, on réfléchit et on regarde s'il y a des écarts entre notre projet et la réalité, et justement s'il y a une implication, si l'adhésion, le fait d'être porteur de part sociale a du sens pour tout le monde. Et comment revivifier tout ça. Donc, on sait bien qu'on n'est pas dans des choses magiques et que c'est des choses à vivre. Donc, chez chaque coopérative qui doit aussi se travailler, se confronter à cette question-là. Et vous voyez bien autour de vous qu'il y a des coopératives qui paraissent un peu endormies et il y a des coopératives qui ont beaucoup de vitalité. Donc, chacune a son histoire. Et c'est ça qui est aussi étonnant dans le mouvement coopératif, c'est que, en fait, on peut toujours critiquer une autre coopérative, mais ça n'a aucune importance. En fait, seuls ceux qui sont dedans, sont les maîtres. C'est les concernés qui doivent s'y mettre. Faire des commentaires de l'extérieur, c'est un peu comme le yaka faucon. En fait, il faut s'y cogner. Critiquer une coopérative, ça paraît un peu difficile parce que comme on a une place, à la limite, on est un peu renvoyé à soi-même. Mais qu'est-ce que je fais moi-même pour que ça aille mieux? Je ne sais pas, ça roule toujours? On continue sur d'autres. Oui. Et puis, du coup, il y a des questions. Il y a des questions qui arrivent. Donc, Anaïd, je vais les lire. Anaïd, si tu peux rallumer ton micro et poser ta question. Voilà, vous m'entendez là? Oui. Ça marche? Oui, je voulais faire une remarque. Brésicop est une coopérative de consommateurs. C'est vrai. Ce qui veut dire que nous n'avons pas
de salariés qui sont à la gouvernance. Ça veut dire que nous n'avons pas peut-être de partenaires territoriaux comme des élus ou d'autres acteurs du quartier où on est. Ce qui fait qu'on fonctionne sur une patte. Je relance ça par rapport à ce que tu disais, Pierre-Yves, sur le quadrilatère de Desroches, ou même sur la question qui a été évoquée tout à l'heure de comment on fait dans une grande coopérative, une coopérative de grande taille pour conserver un esprit coopératif et un réel fonctionnement démocratique. Et moi, je pense à la Maïf, par exemple, qui avait perdu vraiment son esprit coopératif et lors de ce qu'on appelle un bilan sociétal, c'est-à-dire une démarche, on va dire, entre guillemets, d'audit. Ou de révision. Alors, dans la coopération, on appelle ça une révision coopérative. Ils ont fait un travail en allant voir toutes les parties prenantes de la Maïf, donc les salariés, les administrateurs, les bénéficiaires, les gens de leur territoire et vraiment d'une manière de tout le territoire, mais d'une manière très importante avec des questionnaires qui étaient adaptés à chacune des catégories. Et ça leur a permis de remonter un certain nombre de choses qu'ils ne voyaient pas, eux, dans leur fonctionnement, et qui les a amenés à changer complètement leur fonctionnement en tant qu'assureur. Donc, évidemment, je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis que quand même, ça leur a permis, c'est-à-dire que c'est une coopérative, elle va s'introspecter, mais pas uniquement elle va faire tous les regards de ce qu'il y a autour d'elle, et à partir de là, elle va pouvoir repartir sur des bases plus plurielles. Voilà. Donc, c'est une question à faire vivre. Et effectivement, il ne faut pas forcément renoncer pour question de tâche, il faut trouver la façon. Et justement, c'est aussi pour ça que le une personne, une voix est important, parce que quand on s'endort, il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire ça coince, il y a un problème, c'est ça qui est important. Le nouvel adhérent ou celui qui s'exprime à contre-courant parfois, est une ressource. On enchaîne sur les principes suivants. Le grand principe. Excuse-moi, on a une autre question de la part de François qui veut poser une question. Merci. Tout d'abord, des discussions passionnantes. Juste une chose, dans une coopérative comme la nôtre de consommateurs, en fait, il y a de grosses inégalités, non pas tellement d'expérience, de moyens, mais plutôt de disponibilité pour faire avancer les choses, en fait. Et c'est assez disparate. Il y a des gens qui sont retraités, il y a des gens qui ont 3 enfants en bas âge. Comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on a le temps d'en parler aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des idées de ce qu'on peut faire? Enfin, comment est-ce qu'on peut gérer ces grosses différences en fait parmi les coopérateurs? En tout cas, il y a cette idée que autant il y a égalité sur une personne, une voix, chacun est attendu et va contribuer, ce n'est pas l'uniformité ou forcément la mesure tout à fait exacte de l'engagement. Sauf si une coopérative le choisit. Mais vous pouvez aussi admettre que les implications des uns et des autres soient cycliques et différentes. On n'est pas sur la mesure comment dire, qu'on va dire chiffrée. C'est peut-être même déjà, en faisant ça, c'est peut-être déjà se décrocher d'une approche qui serait étroitement économique, chiffrable et mesurable, qu'ont besoin de faire les coopératives, parce que ce sont des entreprises, mais elles ne sont pas que sur cette logique-là. Elles sont sur une autre logique qui est aussi les personnes, et là, on n'est plus sur du chiffrage mesurable. Donc, comment, à la limite, pour quelqu'un qui s'implique beaucoup, comment il peut se dire, mon voisin qui s'implique moins, en quoi c'est une ressource?
je pousse le bouchon. Merci. Je crois qu'Anaïs voudrait reprendre la parole. Bah, c'était pour répondre un peu à François, c'est-à-dire, je pense que déjà, en avoir conscience qu'il y a une inégalité de participation, ça veut dire qu'on peut le soumettre en termes de gouvernance et on peut y réfléchir. Et du coup, on peut interpeller des catégories qu'on trouve moins présentes par différentes formes. Et à partir de là, essayer de voir, comme disait Pierre-Yves, ok, ils n'interviennent pas de telle manière, mais de quelle manière peuvent-ils intervenir? Comment peuvent-ils être ressources? Et tout le monde n'est pas ressource de la même manière. Donc je pense que c'est... Mais il faut que les choses soient posées et débattues et organisées. Et je pense que Brexicop sait bien faire ça. Donc encore faut-il laisser le lieu du débat pour ça. Merci pour cette intervention. J'enchaîne sur la troisième. Alors, la troisième, c'est le troisième principe. Ça parle de toute la volet entreprise. Donc, parmi les 7 principes, il y en a un qui parle beaucoup de volet entreprise. Donc, il faudrait qu'il soit beaucoup plus détaillé. C'est un article, enfin un principe qui est très riche, mais qui mélange beaucoup de choses. Bon, c'est le volet de l'échange, de l'économie, mais c'est une économie qui n'est pas considérée, qui est un moyen, mais qui n'est pas une fin. Et qui, d'une part, considère, ce n'est pas forcément dit de façon complètement explicite dans le texte, parce qu'il peut y avoir des rémunérations des parts des uns ou des autres, donc, où il peut y avoir de la part des coopérateurs la recherche de leur intérêt particulier, c'est-à-dire d'avoir des bonnes tomates bio ou autre chose, c'est-à-dire la coopérative ne déconsidère pas l'intérêt individuel, ne déconsidère pas l'intérêt de chaque membre. Simplement, elle ajoute à ça une recherche d'équilibre par rapport à l'intérêt collectif. Et donc, c'est là qu'il faut trouver l'équilibre. C'est un sacré défi. L'un des exemples, c'est que les premières coopératives, dont celle de Rochdale, ont inventé la ristourne. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut que le coopérateur participe suffisamment pour que l'entreprise fonctionne. Mais il y a une petite carotte, la ristourne. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette question de trouver le bon équilibre. Et alors que d'autres projets dans l'économie sociale, je dis notamment des projets associatifs par exemple, vont être entièrement sur l'intérêt collectif, voire sur l'intérêt général. Là, il y a une reconnaissance, et c'est un peu lié aussi à la reconnaissance de chacun, comme il est, venez comme vous êtes, eh bien, de l'intérêt individuel, il n'est pas du tout à négliger, et d'ailleurs ça se comprend très bien par rapport à un mouvement populaire qui correspond aux besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow, vous voyez, se nourrir, se loger, eh ben, les gens ont besoin, et ils l'expriment, et c'est pour ça qu'on se bouge, et qu'on va réussir ensemble. Donc il y a une articulation, et cette articulation est faite de façon à ce que l'excédent, la richesse produite ensemble, eh bien, tout n'est pas redistribué. Il peut y en avoir une partie redistribuée et il y a toujours une partie qui doit rester propriété de la coopérative. Donc, se constitue petit à petit une propriété commune, ce qu'on appelle souvent les richesses impartageables. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas distribuable, impartageable, pas distribuable. Donc, on crée de la richesse collective. Et cette richesse collective, petit à petit, chacun apprend à comprendre que c'est le levier du futur. C'est ce qui permet d'avoir de l'indépendance, c'est ce qui va permettre d'investir. Si on fait des excédents, on va pouvoir investir, moins dépendant éventuellement des banques. On va pouvoir se développer. Donc, une partie de ce qu'on fait au quotidien a un sens parce que ça génère un excédent qui va préparer le futur, donc qui prépare mon émancipation. La coopérative, et notamment les premières du 19e siècle, ont fait une révolution énorme par rapport à ce qui était la charité. Ceux de Rochdale, c'était des tisserands qui avaient fait une grève qui s'était soldée par un échec. Ils étaient encore plus pauvres après qu'avant. Et
au lieu de vouloir recommencer à aller voir les différentes églises caritatives, de s'en sortir par la charité, ils ont dit on va s'en sortir en créant notre propre store de qualité au prix coûtant, au prix réel des choses, pas à un sous-prix, le prix que ça coûte. Et même en demandant un peu plus pour avoir la fameuse ristourne et faire notre épargne collective pour durer. Donc, c'est un effort énorme que ça a représenté d'émancipation, de se dire, la charité, ça ne peut pas être notre avenir. On prend le contrôle d'un maillon de l'économie, le maillon distribution, et puis si on peut, le maillon bancaire, et c'est ce qu'ils ont fait, le maillon production, etc. Donc c'est un mouvement d'émancipation très fort. Aujourd'hui encore, nous avons dans notre société, par rapport à des tas de précarité et notamment alimentaire, la charité continue. Or, ceux qui ont inventé les coopératives, on se dit qu'il faut en sortir de ça. On met un pied dans la machine économique, on voit le vrai coût des choses, mais on va contrôler et la qualité et les conditions de la production et les marges. On s'émancipe. On récupère un maillon de l'économie pour nous au lieu de dépendre de tout. Vous voyez le sacré défi que ça a représenté. Donc, il y a cette question de conjuguer les intérêts, il y a cette question de faire une économie une entreprise qui doit générer un excédent, et cet excédent permet le développement, donc c'est tout ce qui est lié à l'épargne, le développement, même quelquefois, vous avez peut-être chez vous du compte courant d'associés, on peut prêter à sa coopérative, et c'est surtout la création de richesses impartageables, et quelquefois, dans ce mouvement coopératif, on dit, en fait, quand on part de sa coopérative, on retrouve ce qu'on a apporté. Si l'entreprise ne s'est pas plantée, si la coopérative ne s'est pas plantée, on retrouve ses parts. Il va rester une richesse, elle va être plus riche quand je pars que quand je suis arrivé. Et cette richesse-là, à qui elle appartient? Elle appartient à nos enfants, elle appartient aux suivants. Donc là aussi, on retrouve le projet humain, d'une génération à l'autre. Et on rejoint tous les enjeux de durabilité qu'on a aujourd'hui par rapport à l'économie. C'est-à-dire, là, c'est des entreprises qui se sont pensées comme disant, on crée de la richesse pour que cet outil-là appartienne à nos enfants. Donc, on n'est pas c'est anti-bourgeois, si on veut, parce que par rapport au comportement bourgeois où on se dit, par rapport à nos enfants, ça va être accumuler moi-même et penser à l'héritage de mes enfants, eh bien là, je n'accumule pas moi-même, on accumule ou on fait de la richesse ensemble, et ça appartient aux enfants du territoire, aux enfants de façon élargie. Donc il y a énormément de concepts révolutionnaires, en fait, qui ont été développés par les coopératives. Ils ne sont pas toujours très vivants, mais qui sont derrière cette question de la participation économique des membres. Et c'est le deuxième pilier des coopératives. Souvent, on les résume. D'un côté, une personne, une voix, qu'on a évoqué avec la diapo précédente, et de l'autre côté, richesse impartageable. Quand on a ces deux piliers, on est dans les coopératives, on est même aussi dans l'économie sociale, parce que les mutuelles et les associations ont aussi ces principes-là, de créer une propriété collective qui n'est pas une propriété individuelle d'actionnaire, mais qui n'est pas non plus une propriété publique. Et ça, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que c'est si c'est ni public ni privé? Ça n'existe pas. Bah si, ça existe. La propriété citoyenne, et elle est énorme. Toutes les coopératives, toutes les mutuelles, tout ça, les associations même, eh bien, elles ont une propriété citoyenne qui peut être transmise qu'à une autre coopérative, une autre mutuelle ou à un CCAS. À la limite, Brésicop s'arrêterait maintenant, dégagerait un actif, après avoir remboursé ses membres, cette propriété impartageable, elle doit aller qu'à une autre institution qui elle-même va garantir la durabilité d'une propriété impartageable. Autre coopérative, c'est souvent ce qui se fait dans le mouvement coopératif, mais ça peut être le CCAS. Vous voyez le principe? C'est la propriété créée par les citoyens. Donc, cette idée, je viens au quatrième principe, cette idée de préparer l'avenir, cette idée de ne pas simplement être de l'éphémère et du court terme, c'est l'idée aussi d'exister, comme enseigne, comme quelquefois marque,
de coopératives en disant on est autonome, on dure. Et on ne se laisse pas instrumentaliser éventuellement par les politiques publiques, par les autorités publiques. Donc, on a à s'articuler avec eux, on a à demander des reconnaissances. Et là, il y a toujours des débats sur la reconnaissance fiscale de l'économie sociale, par exemple, par rapport au pouvoir public. Et puis surtout, on ne peut pas penser qu'une coopérative fonctionne dans un régime autoritaire du type des régimes communistes où il y avait les kolkhozes, les fameuses coopératives kolkhozes, qui n'étaient pas des coopératives d'émancipation, mais qui étaient instrumentalisées. Et dans le mouvement de l'Alliance coopérative internationale, il y a eu des débats. Est-ce qu'elles sont autonomes? Est-ce qu'elles sont indépendantes par rapport au pouvoir public? Et puis la réponse, il y a 70 ans, c'était les kolkhozes, non. Les kibbutz, oui. Il y a eu du débat sur ce genre de choses. Est-ce qu'il y a vraiment de l'autonomie d'indépendance? Ça peut déranger les pouvoirs publics, mais ça fait partie aussi des conditions de développement, porter un projet collectif qui est partiel, parce qu'une autre coopérative va peut-être avoir éventuellement un comportement différent. Ça ne veut pas dire que les choix d'une coopérative qu'elle puisse avoir raison en tout point. Simplement, elle fait ses arbitrages, elle cherche sa durabilité, et on voit que beaucoup de coopératives, par exemple, n'ont pas toutes fait leur chemin vis-à-vis de la transition écologique. Donc, on peut le regretter. Hein. Mais c'est aussi le signe du fait que chacun mène sa barque. Hein, et que, cependant, on peut s'interpeller mutuellement, ce sera les principes suivants. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que on compte, on fait des entreprises comme moyen pour s'émanciper et créer de la richesse durable, et par rapport au pouvoir public, on demeure indépendant. Bon, maintenant, la question de l'autonomie est toujours un vrai défi. Il y a peut-être des questions là-dessus. Oui, enfin, tout à fait. L'autonomie, c'est peut-être un objectif dans certains cas, parce que il y a quand même une interdépendance, dépendance du banquier éventuellement, si on le sollicite pour faire un achat qui nous entraîne sur plusieurs années, ou dépendance, ça peut être même dépendance de certains producteurs, ou dépendance des pouvoirs publics, ou dépendance, enfin l'indépendance, est-ce qu'elle existe réellement dans une société organisée avec c'est plutôt de l'interdépendance. Oui, tout à fait, tu l'as très bien dit. Hein. Effectivement, on est dépendant de la finance et pas seulement des pouvoirs publics. Et quelquefois, il y a des coopératives qui ont perdu de l'autonomie par rapport à ça. Quelquefois, ils sont un maillon d'une filière et elles contrôlent mal leur amont et leur aval. Donc là, ça pose une question, et on revient à la question du fait qu'une coopérative dans son métier, quelquefois, elle ne voit qu'un volet des choses. Donc, Owen, quand il parlait des villages de coopération, aujourd'hui, Jean-François Drapry, qui est un autre auteur très important sur le monde coopératif, qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle La République coopérative, lui, il parle souvent de méso-coopérative, c'est-à-dire de milieu coopératif, en disant toutes ces limites-là, toutes seules, les coopératives toutes seules, elles ne peuvent pas les dépasser. Hein, elles peuvent quand même avoir une autonomie relative, et c'est par des coopératives plus ancrées dans leur territoire, plus décloisonnées, qu'elles peuvent éventuellement mieux s'émanciper par rapport à un certain nombre de suggestions. Donc ça invite les histoires coopératives qui étaient celles des producteurs, celles des consommateurs et celles des banques à éventuellement être moins décloisonnées. Au XXIe siècle, c'est un vrai défi, hein, cette idée de méso-coopérative, de méso-coopération et de décloisonnement territorial. Quelle que soit, comme le disait Anaïk, sa casquette, que ce soit sa casquette salariée, sa casquette de sociétaire comme consommateur, tout le monde peut rejoindre le projet pour éviter éventuellement qu'une coopérative... Alors ça arrive qu'il y ait des coopératives qui fonctionnent dans leur bulle, fonctionnent très bien. Moi, j'ai connu une SCOP, parce que j'ai été un moment dans le mouvement SCOP, il y avait une SCOP du bâtiment, il se faisait un 17e mois. Au lieu, enfin, à mon avis,
de travailler plus à l'accueil des apprentis, à la question de la formation, mais ça tournait bien, donc finalement, il n'était guidé que par un seul intérêt, qui est un besoin réel. J'ai besoin de gagner ma croûte et d'avoir un salaire, et je coopère pour créer un outil de travail, ça c'est la base, c'est parfait, mais à un moment, ce projet s'est révélé trop étroit et n'était plus ouvert. On passe au suivant. Et donc, les principes suivants, eh bien, c'est justement cette question de l'ouverture. Hein. Comment on partage, au-delà de l'échange économique, eh bien, comment on partage, comment on réfléchit à nos pratiques et comment on réfléchit avec tout ce qu'on vient de dire déjà, les écarts entre nos principes et nos pratiques. Il y a toujours des écarts. La révision le montre, le fait qu'il y a des intervenants ou des sociétaires qui s'expriment et qui dérangent parce qu'ils voient des choses qui ne sont pas parfaites, on est dans quelque chose qui n'est pas parfait et qui a des écarts. Et donc, c'est ça qui est stimulant. C'est en fait un support, on dit souvent, c'est un support d'apprentissage tout au long de la vie, c'est un support d'éducation. Et ce principe d'éducation, de partage, il est depuis le début. Les équitapionniers de Rochdale, eux, dès le début, ils ont créé une bibliothèque. Une partie des excédents allait à une bibliothèque. Et une partie des premières bibliothèques ouvrières et des universités populaires sont venues du monde coopératif. Cette idée de partager, de réfléchir à nos changements de représentation, à nos apprentissages dans nos métiers et à notre dynamique collective. Il y a même un philosophe cité par Henri Desroches qui disait « Les coopératives sont un mouvement économique, un mouvement éducatif, qui se sert de l'action économique. » C'est-à-dire qu'il a inversé la proposition. Au lieu de dire que l'action économique de la coopérative a un effet à travers ses membres sur les questions d'éducation, il disait finalement, c'est un mouvement éducatif, c'est un mouvement humain de transformation ou de réflexion de chacun par rapport à ses besoins et la façon de les résoudre à plusieurs, qui se sert de l'action économique. Alors, je vous laisse débattre. Mais en tout cas, cette question éducative, elle est importante et ce qui explique beaucoup que c'est le mouvement coopératif, souvent, qui a développé une partie de l'éducation permanente, de la formation professionnelle et notamment des collèges coopératifs. C'est toujours l'idée que la pratique et les personnes sont dépositaires de richesse et de savoir. Et il n'y a pas que les concepts des livres qui représentent le savoir. Il y a la confrontation réelle. Et c'est une forme d'action-recherche. Étant en action, on se met dans une situation de recherche et on produit un savoir. Ce qui n'est pas l'approche habituelle des savoirs descendants. Là, c'est l'approche par les praticiens de savoir vivant, de savoir partagé. D'où je le redis, l'histoire des collèges coopératifs, et il en existe un à Rennes. Donc ça, c'est le principe éducatif. Le 6e principe, c'est l'intercoopération. Alors, on vient d'en parler, Pierrick en a parlé, justement. L'autonomie tout seul, eh ben, finalement, ça peut être une illusion. Comment on peut coopérer entre coopératives dans sa filière? Comment coopérer éventuellement en parrainant ou en marrainant une coopérative qui existe et qui serait prospère et qui pourrait aider une plus jeune à se lancer. Donc, et puis comment faire vivre le mouvement, en fait, c'est-à-dire les mouvements fédératifs. Donc, au niveau français, il y a des fédérations de coopératives. Vous avez vous-même votre mouvement. Il y a un groupement national des coopératives qui s'appelle le GNC, Groupement national des coopératives. Et il y a au niveau international l'Alliance coopérative internationale. Donc, tout ça crée une dynamique de stimulation mutuelle et d'affirmation aussi dans la société de ce choix, de cette liberté d'entreprendre autrement. Donc, extrêmement important. Alors, en élargissant, on peut dire tout ce qui se passe au niveau de l'économie sociale, le décloisonnement entre associations mutuelles et coopératives, souvent porté par les pôles de l'économie sociale comme ici Réseau Solidaire ou par les chambres de l'économie sociale comme la CRES, eh ben c'est
une illustration aussi de l'intercoopération. Et le 7e principe, c'est le dernier, c'est l'intérêt général. Alors là, vous voyez, c'est là qu'on se dit, zut alors, là, dans les coopératives, l'intérêt général, c'est en dernier. Parce qu'on est dans une démarche pragmatique, et puis qu'on est sur une démarche que l'intérêt individuel, quelqu'un qui a un besoin de s'alimenter, de se loger et autres, c'est un besoin qu'il faut traverser et traiter, et construire ensemble de l'intérêt collectif, et ce faisant, on est sur le chemin de l'intérêt général. On va considérer que l'apprentissage, la dynamique coopérative, eh bien, rejoint l'intérêt général parce qu'elle permet à chacun, d'un certain côté, de s'ouvrir à des nouvelles questions. Parfois, et c'est notamment le cas en France, on a tendance à considérer que jouer collectif dans une petite coopérative ou autre, ce serait jouer à part, jouer dans son club, jouer communautariste presque. Enfin, je mets des mots provocants, et que ce serait contraire à l'intérêt général de jouer des solidarités à quelques-uns. Or, c'est le contraire. C'est parce que dans son cheminement, on se cogne la construction de l'intérêt collectif, qu'on voit mieux les façons, au-delà de cela, de contribuer à l'intérêt général, donc les questions planétaires, les questions de solidarité sociale, les questions du territoire, et comment on peut y contribuer là où on est, mais pas y contribuer sur une approche qui serait un peu celle quelquefois de mouvements politiques. Il n'y a qu'à Faucon. C'est comment, dans mes pratiques de consommateur, d'entreprise, de travail et autres, eh bien, je suis cohérent avec ma vision d'intérêt général, sachant aussi que l'intérêt général n'est pas toujours très bien porté par les pouvoirs publics. Donc l'intérêt général a aussi besoin de gens qui disent « je contribue, voilà comment je le vois, comment je peux le construire ». Et donc c'est ça ce principe d'engagement vers la communauté, c'est que de contribuer à la communauté, de contribuer à des défis politiques, pas simple, mais à partir avec avec une pratique, c'est-à-dire avec un mouvement social qui est une force, et pas simplement du bout des lèvres ou avec des mots. Donc voilà un peu les 7 principes revisités qui sont extrêmement stimulants et qui, je suppose, croisent, on l'a déjà entendu, croisent un certain nombre des questionnements que vous vivez à Brésicop. Oui, alors je me permets de prendre la parole. C'est vrai que c'est assez saisissant de voir à quel point le fonctionnement de Brésicop colle aux principes qui sont énumérés ici. Si ce n'est que, bien sûr, c'est une démarche qui n'est jamais parfaite et sans doute elle ne va pas assez loin dans chacun des principes. Et j'imagine que c'est le cas de beaucoup de coopératives d'ailleurs, de tendre vers des principes, mais c'est sans doute une tâche bien difficile que de répondre à 100% à chacun de ces critères-là. Donc en fait, c'est les écarts, c'est comment on traite nos écarts, nos insatisfactions, nos limites, et comment on fait que, justement, par le dialogue, eh bien, ça ne reste pas, comment dire, des insatisfactions stériles. C'est toujours la vision ressource. Les problèmes qu'on rencontre sont un signal pour éventuellement réajuster quelque chose. Mais c'est aussi l'acceptation des petits pas. C'est aussi l'acceptation que des petits changements, de petites choses du quotidien sont importants. Donc, quelquefois, dire qu'on s'engage dans le développement durable et dans des transitions qui peuvent pas être seulement que locales, mais qui sont aussi globales, eh ben, on se dit, les petits pas, bon, d'accord. Mais en fait, on redonne de l'importance à la petite place de chacun, parce que finalement, dans notre vision du développement durable global, on va dire d'une certaine écologie globale,
il y a vraiment l'idée de considérer que, comment dire, on a besoin de chacun, que personne n'est surnuméraire et qu'on ne peut plus, comment dire, avoir une attitude, comme souvent ce qu'on voit dans certains l'économie, c'est-à-dire il y a les solvables, il y a les pas solvables, il y a ceux qui sont inclus et il y a les précaires. Enfin, il y a tout un système classique de l'économie qui laisse sur la touche beaucoup de choses, hein, et qui, comment dire, y compris la nature. C'est-à-dire qui laisse la préservation de notre environnement comme quelque chose extérieur. Quand on prend en compte les petites choses et les petits pas, on est finalement contre l'externalisation. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'idée qu'on va, j'ai du mal à l'exprimer, qu'on va considérer que les petites choses sont, qu'on peut les sacrifier à des projets, comment dire, supérieurs, ou là, non. Ce qu'on fait au quotidien avec chacun est, comment dire, doit être en adéquation avec notre projet global. Bon, là, peut-être que j'ai une réflexion qui pourrait peut-être être améliorée, mais certains auteurs coopératifs le disent bien, cette question de la cohérence, de l'adéquation entre le quotidien, entre le court terme et le long terme. Et je suppose que dans votre projet, par rapport aux enjeux de la transition, eh bien, vous avez cette préoccupation-là de ne pas sacrifier l'un à l'autre. Bien. Anaïg, tu voulais prendre la parole? Oui, c'est un peu pour compléter l'intervention de Pierre-Yves. En fait, je pense que ce que l'on peut faire dans une coopérative, c'est effectivement de poser des actes en direction de certaines choses qui, habituellement, sont considérées comme étant du ressort d'autres acteurs. Par exemple, si on prend pour Brasicop, et je l'ai mis dans le chat, on achète de l'énergie à Enercop parce qu'on considère que c'est très important d'avoir des énergies renouvelables, pas de nucléaire. Enfin, je ne sais pas ce qui a motivé d'ailleurs la décision d'acheter à Enercop, mais enfin, j'imagine. Et donc, on ne considère pas que la question énergétique est uniquement de la responsabilité de l'État ou de la responsabilité des entreprises de fourniture d'énergie traditionnelle. Et donc, on œuvre dans un mouvement qui va vers une énergie propre. Donc, ça veut dire que chaque structure a une part à donner sur des choses qui sont souvent considérées comme, dans les entreprises, sont considérées comme n'étant pas leur problème. Je pense que peut-être que, je me trompe peut-être, mais peut-être qu'au moins 30% des associations rennaises ou des entreprises coopératives ou mutualistes rennaises achètent leur énergie à Enercop, alors qu'on doit être à moins d'1% dans les entreprises classiques, par exemple, qui s'en foutent de ça. Oui, c'est de l'intercoopération. Alors, est-ce qu'il y a qui est contre? Des questions? Bien, justement, tu tends une perche en me demandant qui est contre. C'est sur les principes de prise de décision dans les coopératives. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots? Eh bien, statutairement, vous voyez souvent, on est sur des modèles de l'Assemblée générale, mais l'Assemblée, c'est très important, la notion d'Assemblée, parce que c'est une façon de se rappeler d'où vient la légitimité. Hein, parce que souvent, dans toutes nos organisations, eh bien, on doit croiser légitimité et crédibilité. C'est-à-dire, les crédibilités, ça vient des compétences déployées par les uns et par les autres, et notamment dans les structures où il y a des salariés, eh bien, c'est souvent des compétences professionnelles. Et on peut oublier les autres. Et les autres apportent la légitimité.
Donc, ça, c'est important, c'est la place des concernés. Donc, l'Assemblée rappelle ça. Après, la façon d'arbitrer, on est sur la majorité classique. Mais ça n'empêche pas, rien n'empêcherait, je pense, une coopérative de trouver des votes, des systèmes de vote plus recherchés, plus subtils, des votes plus complexes. Mais on est sur, juridiquement, on a une base juridique qui est assez sommaire, la majorité, qui confie son pouvoir à plein de modèles. Ce sont les formes de société, mais vous avez le modèle de la gérance des SARL, vous avez le modèle de cette autre société où il y a un conseil de surveillance élu d'une part et d'autre part un directoire, donc c'est un autre modèle. Vous avez un autre modèle qui est quoi un peu, je crois le vôtre, c'est un conseil avec des tâches déléguées. On peut avoir de certaines souplesses à condition que ça soit clair pour tout le monde. Ce qui est important à chaque fois, en fait, c'est aussi d'avoir une forme de séparation des pouvoirs. Parce qu'on n'est pas sur l'Assemblée générale permanente, ou très rarement, ça peut arriver pour certaines coopératives, mais on est vraiment sur l'idée qu'il y a des moments où il y a des retours, des quitus, qui sont demandés auprès de l'Assemblée par ceux qui ont eu le pouvoir et qui ont réalisé des choses. Donc, ils demandent le quitus. Et ça, c'est quelque chose qui est quelquefois oublié, mais comment dire, restituer, rendre compte à l'Assemblée, recevoir quitus. Donc, il y a une forme de contrôle, au moins a posteriori, des dirigeants. Et puis, il peut y avoir aussi, en cours de vie, des systèmes d'équilibre. Là, j'ai parlé conseil de surveillance directoire, mais c'est assez important, à mon sens, d'avoir des instances qui peuvent s'interpeller les unes les autres. Les unes étant plus sur les orientations et le sens, ou les règles, et d'autres étant sur l'exécutif, c'est-à-dire faire tourner la machine. D'ailleurs, dans les pouvoirs publics, j'ai un peu critiqué les pouvoirs publics, le champ public, mais les notions de séparation des pouvoirs qui sont dans les pouvoirs publics, au moins dans nos pays démocratiques, c'est-à-dire séparation exécutif-gouvernement, d'une part, Parlement-Assemblée, d'autre part, et éventuellement des contrôles à travers la justice. Enfin, cette idée de séparer les pouvoirs n'est pas inintéressante. Et quelquefois, dans le mouvement, dans l'économie sociale, on peut avoir des confusions de pouvoir, on fonctionne quelquefois de façon coutumière, parce qu'on se connaît, parce qu'il y a des habitudes, mais ça peut quelquefois cacher des déséquilibres sur la place des femmes, ou des reproductions de comportements paternalistes ou patriarcaux qui ont bien fonctionné dans nos sociétés. On peut avoir des limites parce qu'on n'a pas forcément trouvé des systèmes d'interpellation mutuelle. Ça paraît quelquefois une question difficile. Les gens se disent, mais pourquoi se faire des jeux de rôle où certains rendent des comptes et d'autres contrôlent, etc. On se dit, on est tous dans la même équipe. Non, parce que là aussi, ce qu'on demande quand on a à chacun, quand on a une fonction, c'est de s'habiller, de prendre le costume et de se dire comment je peux au mieux, avec mon regard, faire vivre cette fonction de contrôle. Comment je peux au mieux, avec mon regard, faire vivre cette fonction de je suis délégué, j'ai une tâche, je suis un ambassadeur, j'ai le pouvoir de signature, comment je le fais au mieux, Et puis, sachant que d'autres auront un regard critique sur ce que je fais. Donc, c'est à la fois bien porter la place qu'on a, c'est une voix, c'est la question, une personne, une voix, comme bien porter sa différence, et en même temps accepter qu'elle soit confrontée à l'altérité. Ce n'est pas le choix du fusionnel et qu'on est capable de tout faire. C'est une forme d'humilité. De dire, je me concentre sur mon mandat et je me laisse interpeller par les autres. Bon, là, je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus, mais c'est toujours cette idée de considérer comme une ressource le fait qu'il peut y avoir des rôles. Alors, c'est vrai que quelquefois, aujourd'hui, dans notre recherche de gouvernance horizontale, on a tendance à dire que celui qui a la signature, celui qui est le président, celui qui est le directeur, on a peur d'un fonctionnement descendant et d'une hiérarchie pesante
qui étouffe les autres. Donc, il faut la transformer en comment la personne qui a éventuellement un rôle plus important exécutif le fait bien, mais rentre bien dans un jeu de contrôle et d'interpellation. Et comment, lorsqu'on est en contrôle, même si c'est un pote qui est le trésorier qui rend des comptes, eh ben même si c'est un pote, je fais mon boulot de dire je ne comprends pas pourquoi ce budget-là n'est pas limpide ou pourquoi on a tel ou tel, on a peu d'investissement, etc. C'est aussi un défi. On peut être pote, mais on pose les choses. Bon, c'est très. Vous voyez, je me passionne, hein, comme vous, sur comment se laisser stimuler par la mise en situation qu'il y a d'être en coopérative, de dire j'y suis, je ne suis pas obligé d'y être après. Hein. J'ai signé, bon, bah, je joue le jeu, voilà. Et c'est stimulant pour tout le monde. Tu as parlé à un moment donné de l'accumulation de richesses au sein de la structure, lui permettant son développement. Ça constitue un bien commun. Hein, c'est bien ça, les biens communs. Ce bien commun, il est géré par l'équipe qui est en place à un moment donné. C'est une responsabilité par rapport, j'imagine, aux coopérateurs passés et aussi aux coopérateurs à venir. En fait, oui, on en a parlé. Et en fait, merci d'évoquer la question des biens communs, parce qu'effectivement, les coopératives sont une des mentions de les nouvelles réflexions que nous avons ces décennies-ci de redécouverte des communs. Donc, les communs, là aussi, c'est quelque chose qui est ni public ni privé et qui correspond à quelque chose qui est profitable à une communauté, à un certain nombre de gens, hein, mais qui n'est durable que si on s'en occupe, que si on en prend soin. Donc, on a les communs planétaires, évidemment, le climat, la biodiversité. On a des communs numériques comme Wikipédia. Wikipédia, c'est un savoir partagé qu'appartient aux citoyens, qui n'est ni d'initiative publique, ni accaparé par Facebook ou autre. Mais ça ne fonctionne que si ceux qui en profitent sont de temps en temps contributeurs et veillent aux grains, aux règles de fonctionnement. Donc ça fait un deuxième type de commun. On redécouvre les biens communs territoriaux, villageois, les puits, les fours, c'est tout un patrimoine, les mares, et plein de choses qui étaient des biens villageois avant l'approche qu'on a actuellement de la propriété un peu morcelée et individuelle, donc les propriétés collectives villageoises. On voit aussi le commun à travers le care, j'ai parlé du care, comment prendre soin des anciens, des jeunes, toute la notion du soin, qui est souvent quelque chose qui a été attaché aux femmes, hein, et qui était de l'ordre de l'invisible, mais maintenant, on s'aperçoit que c'est culturel, la question du care dans la société, et notamment du care de proximité. Et ça rejoint le care pour les questions d'environnement, prendre soin de la planète, prendre soin de son voisinage. Donc, et puis, j'ai parlé d'habitat. Dans l'habitat participatif, on a aussi une réinvention de commun avec les salles partagées, la buanderie, l'atelier, ce qu'on met en commun entre voisins. Donc, les coopératives sont une variante des communs, des choses qui sont profitables à un cercle de concernés, mais qui ne fonctionnent que si les gens en sont co-responsables. C'est la grande différence avec des biens publics, où éventuellement on peut dire on va compter sur monsieur le maire ou madame le maire pour s'en occuper, par délégation en restant passif, ou la différence avec des biens privés, où c'est celui qui est propriétaire, titulaire, actionnaire, qui fait ça pour sa pomme, et de toute façon, je ne m'en occupe pas ou je subis, je suis un simple client. Et donc là, on a réinventé quelque chose où on n'est pas simplement administré passif ou consommateur client, mais on est
coproducteurs de ce dont on profite, que ce soit la météo, la biodiversité, du savoir libre à travers Wikipédia, les biens villageois de proximité, les biens villageois d'actualité ou modernes à travers l'habitat participatif et le lien social. Donc la coopérative est souvent une belle découverte de cette idée du commun et comment on le gouverne et comment on le rend durable. Et c'est aussi une redécouverte que tout ça, toute la richesse qu'on fait, effectivement, elle appartient aux générations qui nous suivent. Enfin, si on n'est pas trop pessimiste, parce que notre génération, quelquefois, elle fait des trucs qui ne vont pas forcément être transmis en bon état à la génération suivante. En effet, et comment est-ce que le mouvement coopératif aujourd'hui est quelque chose qui se développe, alors peut-être en France, en Europe, peut-être au niveau international, je ne sais pas ce que tu pourras en dire. Et par rapport à ça, est-ce que ce n'est pas un défi par rapport à l'individualisation de la société? Enfin, on le voit à plein de niveaux. Les gens ont de plus en plus, me semble-t-il, un esprit individuel et beaucoup de choses poussent à ça d'ailleurs dans notre société. C'est tout à fait vrai, mais c'est vrai que les démarches coopératives, j'ai parlé des SCIC, des nouvelles formes coopératives qui associent les différentes parties prenantes. Il y en a plein. Et par exemple, ce soir, la coopérative de votre quartier de librairie, l'établi des mots, faisait un apéricope. Donc, là, c'est une nouvelle forme de coopérative récente. Vous connaissez une coopérative récente, c'est la coopérative funéraire. Donc là, on est vraiment sur le care, et puis aussi de s'émanciper de certaines pratiques commerciales. Donc, il y a un gisement de besoins pour lequel la formule coopérative peut être pertinente. Et ça renouvelle le champ coopératif. Il y a, au niveau international, il y a un mouvement, dans le mouvement coopératif, il y a un mouvement des grosses coopératives qui essayent de ne pas être trop ballotté dans le monde de la globalisation internationale. Et c'est ce mouvement des grosses coopératives qui veut se développer quantitativement, mais quelquefois est bien loin du coopérateur de base. C'est ce mouvement-là qu'a créé le point COP. Donc un point qui est sur Internet, là, et que peut-être vous utilisez, enfin vous pouvez utiliser, au lieu d'utiliser le point .fr, vous pourriez utiliser le point COP ou le point BZH. Mais le point COP, c'est une façon de dire que dans la société, il n'y a pas que la logique des autorités publiques et la logique des intérêts privés. Il y a des gens qui se cognent la question du collectif et du commun. Et les grandes coopératives, j'ai parlé déjà des coopératives de salariés, de SCOP, coopératives de travail comme ACOM, qui est plutôt dans l'industrie, et Chèque Déjeuner, mais il y a des grandes coopératives qu'il faudrait reconquérir. C'est toutes les coopératives bancaires. En Bretagne, je crois que plus de la moitié des foyers sont dans une banque coopérative. La principale étant le Crédit Mutuel, qui a fonctionné en commençant de façon très territoriale et impliquante, mais maintenant, le Crédit Mutuel, vous le savez, Arkea, c'est devenu un groupe dans lequel la technostructure se comporte comme une banque banale. Donc, il y a une question. C'est très intéressant d'avoir un grand outil financier et un levier financier comme Arkea, Crédit Mutuel, mais maintenant, la gouvernance est éloignée de ses fondateurs et en tout cas de ses sociétaires d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un défi. Est-ce que ce n'est pas lié à la taille? Enfin, les intervenants sur les marchés sont de plus en plus gros, qu'ils soient coopératifs ou qu'ils soient entreprises privées. Alors ça, c'est un débat C'est un débat qu'on peut avoir, ou c'est peut-être un débat où on peut se dire, peut-être qu'à un moment donné, alors, certaines coopératives doivent s'arrêter. En fait, on s'aperçoit pour la question bancaire, il y a eu la tentative NEF, qui n'est pas encore réussie. On peut imaginer, et d'ailleurs,
puisqu'on est dans le champ des coopératives de consommation, j'ai parlé de la grande histoire. La matrice des coopératives était une coopérative de consommation, celle de Rochdale. Elle a développé le mouvement coopératif à travers le monde. Quand on va en Europe, en Suisse, en Italie, au Royaume-Uni, on voit des enseignes coop, beaucoup dans la distribution. Donc, c'est des mouvements qui se sont beaucoup développés, mais en France, ces coopératives se sont effondrées. Elles ont été écrasées par les grandes surfaces. Bon, alors peut-être que c'est pas si grave, parce qu'à un moment donné, elles s'étaient endormies et ils n'avaient pas pris le virage de la consommation de qualité, la consommation responsable, du bio. Et c'est Biocoop qui l'a fait, qui a réinventé de rien un courant coopératif qui, depuis 30 ans, fait tout un maillage national, mais qui est maintenant, à son tour, confronté au problème de taille, qui peut avoir ses limites, et donc ce qui explique votre histoire. Vous soyez intervenu parce que la génération d'enfants avait quelque chose qui n'était pas convaincant. Donc, une coopérative n'est pas... C'est intéressant parce que c'est un outil qui se veut durable et pas affairiste de court terme, mais peut-être qu'il faut admettre que certains projets coopératifs ont fait leur temps et qu'il faut, comme vous le faites, qu'une nouvelle génération reprenne le flambeau. Il y a François qui voudrait poser une question. Oui, en fait, faire une observation. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis sur l'avenir des coopératives. Moi, j'ai été partenaire dans une société où il y avait 6000 partenaires et il y avait une grosse tentation, en fait, dans le monde actuel. C'est facile d'être riche en passant au mode actionnariat, devenant une société publique. Maintenant, on a une chose qui est finalement une coopérative. Il y a une telle valorisation, et je pense que c'était pareil pour le Crédit Agricole, c'est pas pour d'autres choses. C'est vachement tentant quand on est propriétaire de ces choses-là de se dire, mais finalement, on serait 2 à 3 fois plus riche si on vendait le truc sur le marché, en fait. Et je pense que c'est un point intéressant pour les très grosses coop. Pour Brezicop, on en est encore très très loin et c'est pas à l'ordre du jour, loin de là. Oui, effectivement. Et ça amène à deux remarques. Par exemple, le groupe Leclerc est une coopérative. C'est-à-dire les Leclerc sont une coopérative d'indépendants. Enfin, il n'y a pas que ça, c'est tout un ensemble, mais c'est une coopérative d'indépendants. Donc, la coopérative, elle a un fonctionnement pragmatique qui fonctionne, mais la valeur ajoutée ou les excédents, ils redescendent dans des lieux où il y a des actionnaires qui accumulent, et ce n'est pas forcément à l'endroit de la coopérative. Donc, vous voyez, la coopérative, quelquefois, elle est utilisée et elle ne peut pas développer pleinement son projet. Première chose. Deuxième chose, il y a eu un mouvement dans d'autres pays qui s'appelle la démutualisation. C'est-à-dire qui a été inauguré par Thatcher en Angleterre, qui a décidé de dire que les coopératives, la propriété collective citoyenne impartageable, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Il n'y a que les intérêts privés ou l'intérêt public. Donc, qui a autorisé les coopératives à transformer les parts sociales en actions et à agglomérer aux parts sociales les réserves impartageables. Ce qui fait que à peu près la moitié des coopératives immobilières de Grande-Bretagne, des espèces de crédits immobiliers, qui avaient des grosses réserves, des gros patrimoines ou des grosses réserves financières, ont été dissoutes et sont devenues des sociétés privées, en invitant les coopérateurs à une assemblée générale en leur disant « Vous avez une action qui vaut 100 livres, si vous décidez vous avez une part sociale, excusez-moi, qui vaut 100 livres, logiquement, si vous partez, vous êtes remboursé de 100 livres, c'est le principe coopératif. Là, il leur a été proposé de dire on la transforme en action, on y incorpore une partie des réserves et ça va valoir 1000 livres. Donc évidemment, sans préparation, sans débat,
ben, il y a eu des assemblées générales qui ont voté les 1000 livres parce que chacun voyait son petit intérêt, mais c'était surtout la technostructure des dirigeants qui s'est vu plus prospère en dirigeant de sociétés pouvant faire des stock options qu'en continuant à être cadre d'une coopérative. C'est la démutualisation, c'est l'accaparement individuel de la propriété impartageable héritée de nos aînés. Donc c'est vraiment, et ça a existé en Angleterre et en Finlande. Bon, ça a été corrigé par les gouvernements précédents, mais il y a toujours à avoir une vigilance là-dessus. On pourrait imaginer qu'en droit, un certain nombre de choses que nous avons constituées dans les formes coopératives et protégées, sanctuarisées, le droit change. Ça s'appelle ça s'appelle la démutualisation. Donc, il faut toujours être vigilant. Mais il y a au niveau des plaidoyers européens, il y a le mouvement coopératif a des plaidoyers comme auprès des décisionnaires européens. Il y a quelquefois des menaces bizarres parce que le modèle d'entreprise reste fondé sur le modèle actionnarial et avec des mises en cause, par exemple, des dirigeants coopérateurs parce que, par exemple, ils ne seraient pas indépendants. C'est-à-dire que les dirigeants de Brésicop, comme ils sont cofondateurs et porteurs de parts sociales dans l'entreprise, ils ne sont pas indépendants. Il y a parfois des lectures de courants libéraux qui disent « puisqu'on est concerné, on n'est pas indépendant ». Et il faudrait des administrateurs indépendants qui seraient complètement déconnectés de la vie de la coopérative pour faire vivre cette entreprise. Donc on voit bien que cette approche, c'est des approches qui sont faites pour, préserver les intérêts des actionnaires, c'est-à-dire créer des systèmes de contrôle au profit des actionnaires, qui créent des modèles d'entreprise, des modèles de gestion financière qui ne sont pas adaptés à notre million des coopératives et de l'économie sociale. Et dans les esprits, parfois autour de nous, on voit bien beaucoup de choses que je vous ai signalées. Personne ne voit, mais la propriété impartageable, c'est l'une des choses qui est souvent mal comprise. On pourrait faire des sondages. Peut-être que vous faites du mécénat à Brésicop. Vous n'avez pas encore assez de moyens pour ça, mais ça vaudrait le coup de faire un sondage sur demander aux gens est-ce qu'ils imaginent qu'il y a des propriétés collectives citoyennes. La plupart des gens vont dire non, soit ça appartient à des intérêts privés, soit ça appartient à la collectivité. On a perdu la conscience de notre patrimoine collectif. Qui va s'élargir grâce à Brésicop, parce que lorsque vous aurez fait une chaîne avec 10 magasins, ça aura de la valeur. Alors, à ce sujet, il existe une intercoop au sein des épiceries et des magasins coopératifs et participatifs. Une intercoop, c'est-à-dire où chaque magasin peut profiter de l'expérience de l'autre à travers un forum et à travers des rencontres entre magasins et tout est ouvert, tout est transparent dans les échanges entre coopératives. Ce qui rejoint un des principes d'ailleurs que tu as exposé précédemment. Anaïg, tu voulais prendre la parole. Ah, Anaïg a coupé son micro, non? Il y a une bizarrerie. Alors moi, je vais en profiter pour faire une remarque. C'est qu'on s'aperçoit que finalement, d'abord, le mouvement coopératif s'inscrit dans le fonctionnement global de la société, dans le respect du droit, même si à certains moments, le droit n'a pas été mis en place pour les coopératives. Et
Et quand on a un modèle innovant comme est le nôtre sur Brésicop, c'est vrai qu'on s'aperçoit des fois de procédures et de textes de loi qui ne sont pas parfaitement adaptés à notre mode de fonctionnement. Mais on voit bien, enfin, en particulier dans les pionniers de Rochdale, une volonté de respect du droit et de prendre et de s'appuyer sur les principes déjà existants de fonctionnement. Simplement, y introduire une façon collective de les approcher. Mais finalement, ils se servent quand même des modes de fonctionnement de l'économie existante. Oui, donc ça, c'est un vrai débat dans chaque… comment utiliser le cadre existant pour ne pas se faire trop redresser, persécuter. Les coopérateurs de Rochdale ont utilisé les statuts d'une friendly society, une espèce de mutuelle au départ. Mais ils ont ajouté leurs principes coopératifs et petit à petit, ils ont vraiment généré une coopérative. Donc souvent, il y a une appropriation et une évolution des statuts. Hein. Et puis, il y a toujours, en fait, il y a toujours, comment dire, c'est très important de savoir cette discussion sur l'interface avec le monde environnant, en fait. C'est comment on est lisible par le monde environnant en tenant compte des règles du monde environnant. Ça peut paraître comme un compromis ou comme quelque chose qui est, comment dire, qui assume trop les limites de l'environnement, mais c'est une nécessité parce que ce faisant, en même temps, vous créez une espèce de filtre, ce qui protège un certain nombre de pratiques et de fonctionnements que vous avez en interne. Évidemment, si vous avez en interne des fonctionnements qui seraient contraires au droit, etc., évidemment, ça ne peut pas tenir la route. Mais assez souvent, on s'aperçoit qu'il y a l'inventivité, des péréquations, des façons quelquefois de réinventer l'emploi qui sont faites par des dynamiques collectives et qui ensuite impirent le droit. Souvent, la société va plus vite que le droit. Le droit, loi. D'ailleurs, souvent dans le monde de l'économie, des communs, de l'économie sociale et même des coopératives, on a tendance à parler de mots règles. Parce que le mot règle semble montrer mieux l'idée que la règle va avec régulation et adaptation. Et qu'on a un poids sur la règle. Qu'on a une assemblée, une agora, un forum où on peut infléchir la règle. Donc, on n'est pas sur la loi dans le marbre. On est sur une règle et des principes qui sont appropriés collectivement, mais qui sont vivants. Vous voyez, le mot règle n'est pas tout à fait une connotation que le mot loi. Mais ça peut se comprendre, parce que on est bien dans la société civile, on est bien avec toutes les capacités d'inventivité, de diversité des uns et des autres, on n'est pas dans la sphère des collectivités publiques où la normalisation doit être plus forte, et d'ailleurs où la place des uns et des autres, avec la question de diplôme et autres, est presque anonyme. On répond à chaque fois à des référentiels, à des concours et des choses comme ça. On est presque dans l'anonymat. C'est aussi ça qui permet la liberté, de considérer les droits de chacun. Mais dans le monde coopératif, on n'est pas dans l'anonymat. On est dans la prise en compte de Bruno, d'Élodie, de Pierrick. Vous voyez, il y a aussi, on garde cette idée-là de garder les spécificités humaines personnelles. Anaïg, tu voulais intervenir ? Oui, c'était tout à l'heure sur la question des réserves impartageables. Et en fait, vous savez que le réseau Biocoop autorise l'adhésion à Biocoop de magasins qui ne sont pas des coopératives. Et donc, comme moi, je fais mes courses à Brésicop, certes, majoritairement, mais aussi à Biocoop, quand je me déplace en France,
je demande, je dis, mais est-ce que vous faites la remise coopérative ou des questions comme ça? Et dans les magasins qui ne sont pas coopératifs, on nous regarde avec des grands yeux. Et du coup, en fait, j'ai pris conscience que, et c'est ce que je dis aux personnes que j'ai, avec lesquelles je suis en contact à ce moment-là, je leur dis, en fait, si vous n'êtes pas en coopérative, c'est votre patron qui se met l'argent dans la poche. Et il ne réinvestit pas, il n'est pas obligé de réinvestir comme le sont les coopératives grâce aux réserves impartageables. Et donc ça fait une sacrée différence pour moi. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va conclure. Est-ce qu'on peut parler du livre Reine des possibles? Je peux montrer le sommaire si on me donne la main, non? Je sais pas. Dans mon écran, là. Alors, c'est difficile, non, mais brièvement, c'est peut-être possible de présenter brièvement ce livre. Et puis, voilà, je sais pas, Anaïg ou Pierre-Yves. Moi, je pense que c'est pas parce que j'ai envie d'en faire de la pub, mais c'est parce que je pense que les Reine des possibles, c'est un livre qui présente 12 expériences d'entreprises associatives ou coopératives rennaises et qu'elles illustrent à travers des témoignages les principes qu'a évoqué Pierre-Yves, sauf que c'est sous une forme très fluide, moins théorique peut-être, mais très réaliste. Et je suis allée à la présentation qu'on en a faite à l'écloseur le vendredi dernier. Il y avait 2 entreprises qui sont citées dans ce livre, Tout en vélo et Enercop. Et c'est un vrai plaisir d'entendre la manière dont ils s'organisent, leur histoire, leur origine, leur manière de fonctionner. Et ça réfère par exemple à ce qui a été évoqué tout à l'heure au tout début de la présentation de Pierre-Yves, sur, par exemple, Tout en vélo n'a pas voulu grossir. Au niveau national, il y a eu énormément de sollicitations pour créer des tout en vélo dans chacune des grandes villes, des grandes agglomérations. Et en fait, Tout en vélo a choisi un mode où chaque structure est totalement indépendante et il n'y a pas de franchise comme on les connaît dans l'économie libérale. Donc voilà, donc je vous invite à lire ce livre qui est vraiment passionnant. Merci Anaïg de ce témoignage et de ce. J'en ferai une présentation à Brésicop le 23 novembre. Voilà, comme ça l'information est entière et globale. Voilà, François contribue aussi avec la présentation de la couverture. Donc, je ne sais pas, tu veux conclure, Pierre-Yves? Tu as peut-être des mots pour conclure ou sinon Non, c'est très bien. J'ai apprécié. C'est stimulant aussi pour moi. J'ai même avancé ma réflexion sur certains aspects. Et puis, la bonne conclusion, c'est justement ça, ce qui a été fait avec le Reine des possibles. C'est le partage des expériences d'une génération à l'autre. Et la preuve, on se prouve mutuellement les uns les autres qu'on a des capacités, même si apparemment on est pauvre. C'est-à-dire que, en fait, les pauvres créent de la richesse. Et ça, dans notre société, c'est pas compris forcément. Et tous les systèmes coopératifs, le système des mutuelles, et j'irais même jusqu'à dire la sécurité sociale, ça a été créé par les pauvres. Et alors que beaucoup de gens pensent qu'en gros, les solutions aux problèmes des gens populaires et pauvres, c'est le ruissellement, non. On est capable de se passer des riches.
Et donc, c'est d'ailleurs l'un des titres d'un bouquin de Jean-François Drapry, dont je vous ai parlé, l'un des spécialistes du monde coopératif. On peut se passer des riches, on peut se rassurer entre gens, entre guillemets, du peuple, on peut créer de la richesse. Donc, on continue, voilà. Et bon vent. Très bien, merci Pierre-Yves, c'était passionnant. J'espère que ça vous a plu. L'enregistrement a démarré un petit peu avec du retard, je voulais simplement rappeler que cette parlotte était organisée par Brésipot, l'association adossée à la coopérative Brésicop qui gère une épicerie à Rennes. Et donc, c'était le 9e parlotte. Et donc, je vous incite à suivre sur le site internet de Brésicop pour pouvoir voir les prochains sujets qui arriveront en principe un par mois. Donc, voilà, je ne peux pas vous parler encore du prochain puisque il y a encore quelques points qui sont à voir. Mais ça va pas tarder à être dévoilé. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis donc au mois prochain. Merci encore Pierre, c'était vraiment très, très intéressant. Merci, bonne soirée.